Effectivement, il y a quelques années, on a eu quelques soucis avec des personnes qui montaient, on va dire, alors, sans dire des trailers, des personnes qui montaient en mode léger, light, on va dire, en haute montagne. Et oui, quand on va chercher des personnes qui ont des accidents, on se dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. L'image d'Épinal qu'on nous vend des inconscients en montagne, pour être honnête, moi c'est moins d'1% de mes secours sur l'année. Ça fait de plein de choses. Ça peut être dû à l'âge de la victime, ça peut être dû au lieu. Il y a des choses qui nous remontent, un souvenir assez profond. Et comme ça, là, en même temps que tu me poses la question, je pense à un petit garçon que je suis allé chercher l'année dernière. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Allez, c'est parti. Enregistrement lancé, Fred. Je suis très content de te recevoir. On est au PGHM de Chamonix là aujourd'hui. Merci de me recevoir ici avec l'équipe Simalp. On va pouvoir raconter un petit peu ton histoire aussi, partager l'histoire du PGHM. Comment vas-tu ? Écoute, ça va pas mal. Merci d'être venu, puis bienvenue. Écoute, avec grand plaisir. Alors, avant de rentrer dans le cœur du PGHM de Chamonix, moi j'aimerais comprendre qui était le petit Fred. Comment est-ce que finalement t'en es arrivé à être secouriste ici? Comment ça a démarré tout ça? Raconte-nous tout ça. Écoute, ça a commencé par déjà l'amour de la montagne. En fait, j'ai des parents qui très jeunes m'ont donné le goût à la montagne et puis m'ont invité à la découvrir au travers de vacances en montagne. Sachant que je suis originaire d'Auvergne, donc nos montagnes elles sont plutôt basses, un peu plus arrondies. Mais c'est là-bas que j'ai un petit peu tout appris, on va dire, en termes de randonnée, d'escalade. Et petit à petit, au terme de voyage, de séjour en montagne, j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus, d'en apprendre un petit peu plus, et puis de parcourir un peu plus de sommets. Ok, et du coup, toi, tu as toujours fait du sport, tu as toujours été dans une famille de sportifs. C'était déjà au cœur, j'imagine, de votre mode de vie? Ouais, totalement. C'était vraiment le mode de vie où la semaine, on avait notre vie d'enfant classique, on va dire. Et puis le week-end, c'était de suite ou en rando, ou en ski, ou en montagne à se promener, ouais, effectivement. Et quand tu regardais avec tes yeux d'enfant ces hélicos qui passaient au-dessus de ta tête, est-ce que tu faisais comme tous les enfants moi aussi, un jour, je voudrais faire ça, papa, ou en fait, c'est venu sur le tard? Écoute, les hélicos, à vrai dire, moi je les ai pas trop vus au départ parce que en Auvergne, tu vois, on les voit quand même moins souvent. On était un petit peu plus loin des bases de secours. Donc les seuls hélicos qu'on pouvait voir, c'était du SAMU qui transportait des blessés suite à des accidents de voiture. Mais pour tout dire, en fait, les hélicos, je les ai connus que bien plus tard, quand j'ai fait mon expérience en haute montagne. Et où j'ai pu les voir de plus près, notamment sur un secours, ce qui m'a vraiment donné envie à tout jamais d'exercer ce métier. Oui. Et ça, c'était à partir de quel âge? C'était vers mes 17 ans, par là. Au cours d'une course en montagne, dans le massif du Mont-Blanc, on a l'hélico du PG qui est venu se poser à côté de nous. Ils étaient en train de rechercher un alpiniste qui s'était blessé. Et donc, c'est ce qu'on fait couramment, c'est-à-dire que quand on ne trouve pas les victimes, on vient s'approcher si on voit deux personnes, on leur demande est-ce que vous avez vu quelqu'un ou entendu dans ce secteur. Et il s'avère que ce jour-là, on était sur le même sommet que les personnes qui demandaient le secours, c'est-à-dire sur le sommet des Courtes. Et donc l'hélico s'est approché de nous, s'est posé à côté de nous. Et donc l'hélico bleu, qui était une Alouette 3. Et là, j'ai vu débarquer un secouriste tout en bleu. Et voilà, donc là, c'était vraiment la révélation. Et je me suis dit, non, mais c'est sûr, c'est vraiment ça que tu veux faire plus tard. Et à partir de là, j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour y arriver. 17 ans, on est déjà dans un cursus scolaire un peu avancé. On a déjà aussi au lycée, souvent. Il y a déjà quelques idées qui ont germé, un cursus qui a commencé. Toi, tu t'es dit, je vais rentrer dans l'école de gendarmerie parce que PGHM, tu commences pas tout de suite au PGHM. J'imagine que tu as une école de gendarmerie à faire. Après, il faut passer peut-être des sélections. Comment ça... Alors ouais, tu as raison, hein, on rentre pas tout de suite en PGHM. Et
quand c'est arrivé, pour moi, j'étais effectivement dans des études. C'était basé un petit peu autour du sport. Je préparais des brevets d'état donc pour être accompagnateur en moyenne montagne, donc pour encadrer des gens en moyenne montagne et en Auvergne. Du coup, avec ce diplôme, j'ai pu travailler environ 3 ans dans le Massif central. Et c'est à ce moment-là où j'ai été appelé pour faire le service militaire. C'était encore les quelques dernières années où on avait le service national à faire, à effectuer. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de l'effectuer dans la gendarmerie. Et très vite, donc j'ai pu me retrouver dans le milieu de la gendarmerie pour être plus près des montagnes, pouvoir profiter pour parfaire mon expérience en haute montagne, en escalade, en ski. Ensuite, pouvoir passer le concours de gendarmerie et effectivement rentrer en gendarmerie classiquement, comme tous mes camarades gendarmes. Et c'est bien qu'après, au bout de 3 ans environ, que j'ai pu accéder aux tests de sélection pour pouvoir rentrer en PGHM. Et ça, actuellement, c'est toujours le même process pour rentrer en PGHM? Oui, le process n'a pas trop changé. En fait, les personnes qui arrivent en PGHM, elles viennent toutes à la base d'une école de gendarmerie, dans le cursus commun. Donc c'est une école entre 6 mois et 1 an. C'est variable suivant les périodes, mais on va dire que pour ma part, c'était une année d'école de sous-officier. Donc là, on vient sous-officier de gendarmerie. Ensuite, on est affecté dans une unité de montagne, pour ceux qui l'ont voulu. Et à partir de là, on peut passer des stages en ski, en escalade à Chamonix, dans l'école nationale on va dire de formation des gendarmes à la montagne. Et au bout de plusieurs stages, on peut prétendre à passer les tests d'entrée pour entrer en PGHM. Donc c'est suite à ces stages-là où tu vas passer des sélections. Et même si, je vais grossir le trait, mais si quelqu'un qui est breton et qui n'a jamais vu de montagne avant, il va faire ces stages-là, peut-être qu'il a des capacités supérieures à la moyenne et qui pourrait prétendre à être. En fait, on s'interdit rien en fait. Tout c'est accessible à tout le monde. Tout à fait, on s'interdit rien. Et puis je veux dire, c'est vraiment le côté chouette du truc, c'est que toute personne qui a envie de se lancer dans cette carrière de secouriste en montagne en tant que gendarme, bah, c'est accessible à tout le monde. Alors oui, ça va demander peut-être plus de travail à quelqu'un qui va habiter en Bretagne et qui effectivement pratique moins l'escalade, le ski, qui a moins de massif à sa portée tout de suite, mais j'ai envie de dire c'est vraiment possible pour tout le monde. À la base, quand on est un peu sportif et qu'on se dirige vers une carrière de montagnard, et ben, on met les moyens qu'il faut derrière pour trouver du temps, pour s'entraîner. Alors peut-être ça passe par un déménagement ou à prendre plus de vacances du côté de la montagne. Voilà, on peut faire un travail de fond chez soi, même si on n'habite pas dans une zone montagne. Il y a maintenant des pratiques avec les salles d'escalade, les SAE, donc tout ce qui est surface, on va dire artificielle d'escalade, sur les murs, les salles de bloc qui sont bien développées dans toutes les villes du pays, pas forcément en zone montagneuse. Donc ça te permet d'avoir un certain niveau en escalade, un niveau physique ensuite en pratiquant des sports on va dire d'endurance, comme le trail par exemple, la randonnée, des choses comme ça, du ski de fond. Et ensuite, petit à petit, on va pouvoir un peu se positionner plus proche des montagnes. Et puis après, alors ce qu'on demande aux personnes qui rentrent en PGHM, après, c'est de se rapprocher de la moyenne et puis de la haute montagne pour la plupart d'entre eux passer le diplôme de guide de haute montagne ou de moniteur de ski ou de pisteur. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, ça donne la chance quand même à beaucoup de monde. Moi, je venais quand même d'une zone montagneuse, certes, mais de moyenne montagne, c'était pas forcément gagné par rapport à quelqu'un peut-être qui est né ici, au pied du Mont Blanc. Mais c'est ce que je trouve chouette dans ce métier, c'est que on commence tous pareil, et puis avec du travail, de la volonté, on peut arriver au bout, je pense. Et alors, historiquement, le milieu du secours, c'était la police, on appelait ça il y a très longtemps, police-secours. C'est devenu les pompiers, les ambulances. Pourquoi est-ce que le milieu de PGHM, on dit ça comme si c'était évident, mais peut-être que certains se demandent ce que ça veut dire, c'est peloton de gendarmerie haute montagne. Pourquoi est-ce que c'est resté la gendarmerie qui dans la tête des gens, a plutôt vocation à être sur alors je vais pas cliché, bord de route, le flash. Et pourquoi est-ce que c'est resté sur la gendarmerie ? Ouais, tu as raison de le souligner. Alors, pour être vraiment complet, on pourrait même dire que le secours en montagne en France, il est réalisé, organisé par 3 entités de secours. Donc, effectivement, tu as la gendarmerie qui en fait partie depuis environ 1958. Donc, ça fait suite à un drame qui avait eu une ampleur nationale, le drame de Vincent et Henri au Mont Blanc. C'était, pour résumer, 2 jeunes alpinistes qui sont partis gravir le Mont Blanc. Et ça s'est très mal déroulé pour eux.
Et derrière, on a voulu les secourir, hein, parce qu'il fallait aller les sauver, ces gens-là qui étaient à vue de la population de Chamonix. On a voulu les sauver, ça s'est mal passé ce secours. Et c'est depuis cette fois-là qu'on a dit non, les secours, ça peut plus être une histoire on va dire d'amateurs, parce que c'était les guides et les militaires avant qui organisaient le secours en montagne. Hein. C'était sur, on va dire, en dehors de leur métier. Hein. Ils étaient là pour aussi sauver les gens en montagne. Et on s'est dit non, ça peut plus durer parce que le secours en montagne, c'est quelque chose qu'on veut professionnaliser. Donc on l'a fait à partir de ces années-là, des années 58. Et donc au niveau national, on a 3 entités qui exercent le secours en montagne suivant les régions. Ça va être donc la gendarmerie, les CRS, donc la police nationale, et aussi les pompiers dans certaines zones. Voilà. Alors sans rentrer trop dans les détails, on a même certaines unités où il y a dans l'hélicoptère, vous pouvez avoir un gendarme et un pompier. Certains massifs, comme du côté de Briançon, on a les CRS pendant une semaine et la semaine d'après les gendarmes. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que pour nous en gendarmerie, c'est qu'on a la partie donc secours, du secours en montagne, effectivement, mais aussi la partie enquête, parce que tous les secours qu'on va faire, il peut parfois y avoir des responsabilités à déterminer. Est-ce qu'il y a un professionnel en cause? Est-ce qu'il y a une station? Est-ce que quelqu'un a mal fait son travail ou quoi? On a des gens derrière avec des blessés, avec des blessures plus ou moins graves. On peut avoir des gens qui déposent plainte. Voilà, il va falloir peut-être chercher, savoir est-ce que quelqu'un, quelque part, s'est raté ou est-ce qu'il y a eu un manque, quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est déterminé par les enquêtes que réalisent les secouristes. Donc pour répondre à ta question, les gendarmes, c'était aussi le côté enquête du secours en montagne qui ont fait que... Ah, c'est intéressant, je n'avais pas cet aspect enquête qu'il y avait aussi pour trouver les causes en fait, de l'accident. Alors quand on pense cause, on pense responsable, on pense assurance, on pense répression, mais on pense aussi prévention pour éviter que ça se reproduise. Et c'est aussi, j'avais pas ça en tête, quoi. C'est une grosse partie de votre travail, ça, le côté enquête? Oui, c'est une grosse partie. C'est bien pour ça qu'on a la même formation de socle, on va dire, que nos autres collègues, comme tu le disais, en brigade, par exemple, en brigade de gendarmerie. C'est qu'on est tous enquêteurs et pour certains, la plupart OPJ, officiers de police judiciaire. Et donc, on est à même de diligenter certaines enquêtes sous la direction du procureur de la République, hein, qui est notre chef au niveau judiciaire. Et donc, dans ces cas-là, comme je te le disais, pour des accidents graves, où il peut y avoir des professionnels en cause, des personnes physiques et ou morales, nous, on va dresser un rapport en expliquant, avec notre œil de montagnard, voilà ce qui s'est passé. Sachant que, comme par exemple, on est tous guides, une bonne partie guides de haute montagne, on va pouvoir plus facilement dire, là, on pense que voilà, il y a peut-être eu un manquement à ce niveau, sur un moniteur ski, peut-être qu'il s'est passé ça. On sait exactement les attributions et les rôles de chacun. Donc ça permet de plus facilement disons d'orienter l'enquête et de savoir un petit peu vers quoi on va. Voilà, on est proche du milieu des pratiquants et de par notre pratique aussi. Et du coup, ça nous aide beaucoup dans cette partie enquête sur le terrain. Et c'est pas difficile ce côté un peu jugement, toi t'as mal fait ton travail, alors que c'est un peu un homologue, quelqu'un qui est un confrère finalement, un autre guide qui aurait potentiellement mal fait son travail, et de dire c'est pas difficile un peu cette partie-là? Si, elle est toujours un peu délicate, mais sachant qu'aussi des fois on est là aussi pour on va dire pour aider les gens en disant qu'ils ont bien fait leur travail. Ça peut être aussi ça, hein, et c'est souvent ça d'ailleurs. C'est-à-dire de dire ce professionnel était dans les clous, c'est-à-dire qu'il pouvait encadrer, il avait le diplôme, ils n'ont pas fait n'importe quoi, parce qu'on est aussi dans une société où les gens vont plus facilement porter plainte. Alors nous, on est souvent là pour aussi dire, non, là, ça s'est bien passé, ou tel professionnel, alors on parle des guides, mais ça peut être des stations de ski, ça peut être un moniteur de parapente, ça peut être un moniteur de VTT, ça peut être un accident sur des remontées mécaniques, et dire, non, là, vous voyez... tout a été bien fait, en règle générale. Ça se passe plutôt comme ça d'ailleurs. Donc on n'est pas forcément, on n'est pas toujours à décharge ou à charge, du moins à charge, mais des fois c'est surtout à décharge pour dire que oui, le professionnel il a bien fait son travail. Ouais. Sinon c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais Ouais, puis c'est déjà un coup dur quand il y a un accident, je pense, pour quelqu'un qui accompagne quelqu'un d'autre. Alors lui dire, non, en fait, c'est juste un accident qui s'est passé, ça devait se passer, peut-être, ou c'est peut-être une responsabilité aussi de la personne qui a eu l'accident. Ça doit l'aider aussi à passer ce moment qui doit être un peu difficile, parce que quand on accompagne des gens,
c'est jamais agréable de revenir avec une personne en moins ou plusieurs. Ça doit peut-être les aider aussi psychologiquement à passer un peu ce moment. Oui, c'est sûr, ça les aide. Surtout qu'il y a un accompagnement de la part des secouristes dans l'unité. Et quand on reçoit des familles ou des personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu, parce qu'il faut bien se dire, c'est que parfois on va secourir des pratiquants qui ont de la famille, comme tout le monde, mais qui connaissent pas du tout le milieu de la montagne ou qui habitent, comme tu le disais, dans une autre région de France pas du tout montagneuse. Et pour eux, c'est l'incompréhension. Donc on est là aussi pour expliquer à des amis, à de la famille, à d'autres personnes que voilà, ça s'est passé comme ça et ça s'est bien passé ou pas. Mais voilà, on est là on a un rôle d'accompagnement et on va dire un petit peu d'expliquer aux gens qu'est-ce qui a pu se passer là-haut, essayer de leur expliquer qu'est-ce qui a amené à cet accident ou voilà. Alors il y a quelques années, il y a eu un peu j'ai l'impression, moi vu de ma fenêtre, que ça a un petit peu baissé ce sujet. Une mode de monter le Mont Blanc en mode trail, comme on disait à ce moment-là. Alors ça a fait faire des bonds j'ai l'impression beaucoup de professionnels de la haute montagne parce qu'on ne peut pas faire du trail là-haut. Est-ce que c'est une tendance qui a baissé? Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore? Comment c'est maintenant? Oui, effectivement, il y a quelques années, on a eu quelques soucis avec des personnes qui montaient, on va dire, alors, sans dire des trailers, des personnes qui montaient en mode léger, light, on va dire, en haute montagne, suite à pas mal de communication de plusieurs athlètes ou personnes qui montraient que c'était possible de monter là-haut en mode light. Alors, certains ont peut-être voulu un peu s'identifier à ces personnes-là et puis se dire moi aussi, je veux peut-être y arriver. Voilà, tout en n'ayant pas forcément le même niveau technique et l'expérience de ces personnes. Donc oui, on a été confronté à certains accidents en haute montagne avec des personnes, on va dire, qui étaient équipées très, voire trop light. Et je pense que entre les fédérations, les magazines, un petit peu, toutes ces choses ont fait que oui, on en a un petit peu moins d'accidents de ce public-là. Mais bon, ça arrive encore. Ça arrive encore quelques fois, mais ouais, c'est un peu baissé. Parce que quand on est un peu loin des montagnes, on a vent dans les informations de quelques accidents qui arrivent, peut-être ceux qui sont les plus marquants, les plus médiatiques, les plus visuels. Mais en fait, on ne sait pas tout. Et moi, j'étais très surpris de ça quand tu te mets sur une radio locale. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'accidents en montagne. Et j'ai été surpris de ça, de ce nombre d'accidents qu'il peut y avoir en montagne. Ça représente... Parce que là, d'ailleurs... chers auditeurs, vous allez potentiellement entendre un hélicoptère ou deux décoller ou atterrir pendant l'enregistrement. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ça représente... Il y a beaucoup d'interventions et quels sont les types d'interventions qui reviennent le plus souvent? Alors ici sur Chamonix, on a en tout, on va dire, plus de 1000 interventions par an. C'est assez conséquent. Donc il y a aussi beaucoup de monde qui vient ici. Tout le monde veut venir voir le Mont Blanc et puis ils ont bien raison parce que c'est joli. Je confirme. Ouais. Et du coup, ça se partage et effectivement, beaucoup de monde vient ici. Alors nous, on ne se cantonne pas seulement, on va dire, à des secours sur le Mont Blanc. En haute montagne, on a une bonne partie de nos secours qui se déroulent en moyenne montagne, donc au profit de randonneurs, bien souvent, de trailers, de VTTistes, de parapentistes. En gros, tous les sports qu'on va pouvoir pratiquer en haute, moyenne montagne, nous, on est là pour venir aider toutes ces personnes-là. Et oui, sur le lot, ça fait un peu plus de 1000 secours. Donc, ça peut aller du simple accident de VTT à un accident d'un alpiniste, d'une avalanche ou autre. Mais oui, c'est plus de 1000 secours par an. Ouais. Et quand on habite Chamonix, quand on voit cette population qui est ultra sportive, il y a des gens qui font du vélo partout, il y a des gens qui courent partout. Alors là, c'est un peu biaisé parce que c'est la semaine de l'UTMB. Mais j'imagine que c'est comme ça un petit peu tout le temps. Les gens sont assez sportifs quand même ici. Et qu'on travaille au PHGHM de Chamonix, est-ce qu'il n'y a pas, c'est un aspect dont on n'a pas parlé, on a parlé de la préparation physique, mais un peu moins de celle psychologique, cette appréhension peut-être de retrouver quelqu'un qu'on connaît, peut-être que ça t'est déjà arrivé, et si c'est jamais arrivé, comment est-ce que psychologiquement on arrive à passer outre la tâche sentimentale qu'on peut avoir avec quelqu'un qui va nous ressembler?
parce que c'est des gens qui aiment la montagne, c'est des gens qui pratiquent les mêmes sports que nous. Comment est-ce que toi, tu vis ça? Oui, c'est sûr que c'est une partie du travail qui est pas forcément évidente hein, pour personne. C'est d'être confronté, soit à une personne qu'on connaît, soit, on va dire, à son homologue dans la discipline qu'on va pratiquer. Hein. Parce qu'avant tout, on est aussi des pratiquants et des passionnés de montagne. Et oui, quand on va chercher des personnes qui ont des accidents, on se dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. L'image d'Épinal qu'on nous vend des inconscients en montagne, pour être honnête, moi, c'est moins d'1% de mes secours sur l'année. Hein. Il n'y a pas vraiment que des inconscients. Et puis, qu'est-ce qu'un inconscient encore hein. Là encore, il y a de la question philosophique là-dessus. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mal préparé, mal informé voilà. Donc, oui, on transpose beaucoup. On se dit, oui, ça peut être moi demain. Donc, c'est quelque chose qu'on vit avec. Au quotidien, ça nous dit qu'après, on essaie d'être un peu plus vigilant. On va se dire, à cet endroit-là, effectivement, j'ai déjà fait un secours. Donc, on va avoir ça un petit peu dans la tête. On va se dire, quand nous, on va passer à cet endroit, allez, je suis en randonnée, je vais faire attention un petit peu à cet endroit. Je vais peut-être ralentir le rythme. Je sais que c'est possible, ça arrive pas qu'aux autres. En montagne, tiens, je vais mettre une protection de plus, je vais mettre un coinceur de plus à cet endroit-là. Je vais ouvrir un peu plus l'œil, mais oui, on sait que oui, c'est pas simple. Quand on est dans un milieu qui est beau, mais qui est aussi hostile, et voilà, on fait comme on peut. Ensuite, sur le deuxième question, par rapport à des personnes qu'on peut connaître, oui, ça c'est autre chose qui est assez délicate. Alors bien souvent, on ne le sait pas quand on va partir. Ou si jamais on venait à le savoir, on arrive facilement à se faire remplacer par un collègue sans qu'il y ait de délai sur l'intervention. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, on est 4 à travailler ici, à cette DZ des Bois, au pied de l'hélicoptère. Donc si malheureusement je venais à apprendre que c'était quelqu'un de ma connaissance, mon entourage proche, tout de suite je passerai la main à mon collègue qui lui pourrait se rendre sur l'intervention. Voilà, donc ça c'est une partie difficile du métier où oui, quand on est là depuis un certain moment, on sait que ça peut être quelqu'un forcément qu'on va connaître hein, parce que le milieu de la montagne est assez petit hein, au niveau des guides de haute montagne, des moniteurs de ski, de parapente, c'est des gens qu'on fréquente, qu'on côtoie. Donc oui, on sait que ça peut arriver. Ouais. Et c'est quelque chose qui est instauré, qui est obligatoire, ou c'est quelque chose qui est un petit peu, vous le faites parce que c'est bien pour le bien de l'intervention parce que c'est un peu contre-intuitif en fait, quelqu'un qu'on connaît qui a un problème, on aurait envie d'aller l'aider. Ça doit être aussi difficile de rester là. On se ferme à aucun choix. C'est vraiment la personne, donc là, encore une fois, ça arrive rarement, et heureusement, parce qu'on ne pourrait pas faire ce métier très longtemps si on allait chercher des copains ou des amis en montagne qui se blessaient. Mais c'est toujours, non, il n'y a rien d'institutionnalisé ou d'établi. C'est, on va dire quelque chose, c'est un choix intime du secouriste hein, qui va se dire, effectivement, moi j'ai envie que ça soit moi qui aille, mais et puis d'autres qui vont dire non, je te laisse ma place et puis tu peux y aller s'il te plaît. Donc on n'est pas très formalisé là-dessus, c'est un petit peu au feeling. D'accord, ça fonctionne comment tu le sens. Est-ce que il y a, j'imagine que oui, quand tu fermes les yeux le soir, quand tu te couches, une intervention qui t'a marqué ou quelque chose où pourtant, avec l'expérience, on est habitué à vivre des situations difficiles. Je dis on parce que je suis pompier aussi, donc je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose, une intervention qui t'a marqué plus que les autres? C'est vrai qu'on réalise beaucoup d'interventions chaque année. Et c'est vrai que dans le lot, on peut en avoir une ou deux qui peut être quand même bien marquantes. Alors, du fait de plein de choses. Hein. Ça peut être dû à l'âge de la victime, ça peut être dû au lieu, quelque chose qui nous remonte, un souvenir assez profond. Et comme ça, là, en même temps que tu me poses la question, je pense à un petit garçon que je suis allé chercher l'année dernière, qui a 9 ans, hein, et qui a eu un accident de randonnée donc l'année dernière. Où il était sur un sentier avec un groupe. Et il est tombé du sentier, il a chuté un moment, et ce sentier, il était juste, on va dire, il surplombait une barre rocheuse d'une 30aine de mètres, 40aine de mètres même.
Et du coup, il a sauté la barre rocheuse et c'était un secours assez compliqué parce qu'on n'arrivait pas à le trouver forcément tout de suite. C'était une zone boisée au pied des barres rocheuses. Et c'était très très compliqué de le localiser. On savait que chaque minute qu'on perdait, oui, c'était des chances de survie en moins pour lui. Et en insistant, en faisant tout ce qu'on pouvait avec l'équipage donc de l'hélicoptère, l'autre secouriste et le médecin, on a fini par le retrouver. Et donc c'était très très mal engagé pour lui, parce qu'on s'imagine une chute de plus de 30 mètres d'une falaise. Et donc, en ayant travaillé environ 1 heure sur place, on a réussi à le sauver, cet enfant. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui me vient tout de suite parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour sauver des personnes comme ça. Et c'est encore plus quand c'est un enfant. Quand tu parlais de transposer, là on transpose forcément peut-être au sien. Oui. Et du coup là c'était un super secours. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu du coup des contacts après, que j'ai pu recontacter. Et ouais, quand on sait ce qui s'est passé, où ils en sont, c'est chouette. C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour avoir des moments comme ça où on va. Alors ça se passe pas tous les jours comme ça malheureusement, ou tous les coups comme ça, mais quand ça arrive, on est reboosté pour les 10 mois d'après. Tu vois, je te disais en début, en off, que je préparais pas mes questions, mais que j'en avais quand même dans la tête. Celle-ci, je l'avais dans la tête. Et c'est arrivé au bout de 25 minutes que tu as réussi à me mettre des frissons. Je savais que ça arriverait. Tu as des enfants ? Ouais, j'ai 4 enfants. Ok. Et alors justement, petite anecdote à mon tour. Cet été, j'ai fait pas mal de rando avec mon fils. Alors, c'est pas des falaises très grandes, mais j'ai laissé courir, il a 5 ans, courir le long des sentiers côtiers. Et puis, une personne m'a interpellé en me disant mais vous le laissez courir là, c'est dangereux. Bon, il y a quelques racines, quelques cailloux, mais pas de risque de chute vraiment. Voilà. Je lui ai répondu que une fleur, quand on la met sous cloche, elle fane, et que trop de protection amenait à la fragilité. Ça, c'est un moyen d'éducation. Après, les gens ont plus ou moins peur face à certains événements. Est-ce que, justement, toi qui vois beaucoup de drames, as tendance à avoir plus de protection envers tes propres enfants que d'autres gens de ton entourage ou l'inverse ? Et tu vois, ça c'est un vrai sujet parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps au sein de ma petite famille. Et sans voir le mal partout, je pense que tu l'as toujours dans le fond de la tête. Enfin, moi, je l'ai tout le temps dans le fond de la tête. J'aime bien ta petite image là. Et j'adhère totalement à ce que tu dis. Après, j'essaie de faire ça moi aussi au maximum. Mais tu vois, j'ai tendance un petit peu, je pense qu'on a tous tendance un peu à transposer avec notre famille. Et on sait que l'accident, il n'est pas forcément dans ce que tu dis, par exemple sur des falaises abruptes de 200 mètres ou 50 mètres ou même 30 mètres pour le cas que j'évoquais tout à l'heure. Et que le sentier, il est souvent dans des choses que les gens identifient pas comme un danger. Et ça, toi, tu le vois parce que oui, tu vas faire des secours dans ces terrains-là, c'est-à-dire que c'est des pentes d'herbe qui sont pas très raides, mais interminables, tu vois, qui vont descendre pendant des centaines de mètres. Et ça, toi, tu as déjà fait des secours, dans ces terrains-là où ça s'est pas toujours bien terminé. Et pourtant, tu es axé avec un sentier où tu pourrais y aller avec ta famille, quoi, avec tes propres enfants. Et oui, effectivement, moi, j'ai tendance à y penser. Puis je pense comme tous les professionnels de la montagne, on parlait des guides ou de mes collègues accompagnateurs en montagne, mais on essaie de pas trop le faire sentir sur la personne, mais c'est aussi pour ça que les gens ils embauchent des guides et des accompagnateurs pour un peu se soulager de tous ces problèmes de connaissances sur des lieux qui seraient plus ou moins dangereux que d'autres. Et justement dire, nous, on fait notre randonnée, puis si c'est dangereux, ma foi, il va nous le dire, le guide. Nous, c'est un peu pareil, quand je me promène avec mes enfants, j'arrive à identifier ces endroits, forcément. J'essaie que ça soit pas trop pesant sur eux ou sur ma femme. Et de pas gâcher la randonnée, avoir un papa qui dirait tous les 10 mètres attention tu vas tomber, être trop stressant et finalement gâcher le plaisir, quoi. C'est pas ça l'idée, mais peut-être d'être un peu vigilant, se placer discrètement à côté ou un peu plus bas quand on passe ce moment-là sans que personne l'ait vu. C'est aussi un peu ça, je trouve. Non, mais oui, c'est clair, ça monopolise un petit peu l'attention et j'ai l'impression d'être un peu moins libre dans ce que je fais avec mes enfants et ma famille. Quand je vais faire une randonnée,
oui, tu transposes et c'est un peu moins de plaisir là-dessus parce que tu es en mode à essayer de détecter un danger, peut-être. Ouais, en fait, tu deviens presque guide en fait. Ça y est, on a notre hélico qui arrive. Voilà, il est là, tu vois, hein, c'est l'été, donc aujourd'hui, il y a vraiment moyen qu'on l'entende souvent. Alors là, on vient d'avoir donc l'hélicoptère qui vient de se poser, et donc c'est bon, il n'y a plus de bruit, reprise. Du coup, on était en train de parler de la relation que pouvait avoir le papa qui travaille au PGHM avec ses enfants, un peu trop protecteur ou au final pas du tout. Et est-ce que à l'inverse, eux, ils ont peur quand toi tu vas au travail. Comment est-ce qu'ils vivent ça avec leurs yeux d'enfant? Est-ce qu'ils veulent faire la même chose que papa? Est-ce que tu en parles avec eux un petit peu? Oui, oui, effectivement, quand on a des enfants qui nous en parlent forcément quand on revient de la journée de DZ, s'ils ne sont pas couchés. Et ben oui, on va l'évoquer. Je pense que c'est assez important parce qu'au final, ils se posent des questions et pour pas se construire un imaginaire un petit peu. Alors, et où de papa super-héros, sauveteur. Alors, c'est une image qu'on n'aime pas forcément parce que il y a plein de gens sur cette planète qui font des choses exceptionnelles. Hein. Je pense à des humanitaires, voilà, il y a plein de personnes qui font des choses encore plus louables que ce qu'on fait. Mais oui, on essaie de le verbaliser. Moi, j'essaie d'en parler souvent avec elle. Si c'est pas elle déjà qui me pose la question, bien souvent, on va l'évoquer. Et voilà, surtout sur des secours de nuit, par exemple, au niveau des enfants, ça les questionne un peu plus sur la nuit. Ouais. Ils me posent beaucoup de questions, ils ont un peu plus peur de la nuit. Je pense que quand on est enfant, on a plus peur de la nuit. Et donc, quand son papa il est dehors dans un hélico, oui, ça fait peur. Donc, non, c'est pas du tout tabou. Et au contraire, moi, j'essaie d'en parler beaucoup avec eux. Je pense qu'on est pas mal à faire ça. Ouais. Ouais, de toute façon, la communication, de façon générale, vaut mieux dire les choses et ça passe toujours beaucoup mieux. Ta relation à la montagne, toi, tu trouves qu'au fil des années, est-ce elle a changé, elle a évolué? Tu es devenu plus prudent avec l'âge et l'expérience de toi, tes interventions. Est-ce que le côté, enfin, je sais que personnellement, j'ai développé plus de vertige avec l'âge, et alors qu'avant, à 20 ans, je pouvais passer d'un balcon à l'autre sans m'assurer, ça ne me posait pas de problème. Maintenant, il faut s'assurer. Est-ce que toi, tu as eu aussi cette évolution? Oui, on a toujours ce côté-là, mais je pense dans tous les sports, avec la fougue quand on est un peu plus jeune et qu'on a tendance un petit peu à partir dans tous les sens. Donc oui, avec l'âge, naturellement, je veux dire, et puis on essaie d'être un peu plus prudent, de faire les choses un petit peu mieux. Puis on a des enfants, on peut pas se permettre d'aller faire n'importe quoi. Euh, D'autant plus maintenant qu'avec, voilà, on a des choses qui viennent se rajouter, comme le réchauffement climatique. On a une montagne qui se délabre de plus en plus vite. Ce qu'on n'aurait pas dû voir dans notre vie, normalement, on le voit en une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc oui, ça rend les lieux un petit peu plus hostiles à notre pratique. Voilà, on sait que le risque il est présent, on le vit au quotidien. On essaie de le gérer au mieux, tout en sachant que les dangers objectifs, on n'a pas beaucoup d'emprise dessus et qu'on essaie de les limiter ou de limiter le temps d'exposition le plus court possible, mais que oui, ça peut arriver. Donc j'ai envie de dire, j'ai toujours eu l'impression de faire attention dans ma pratique, et d'autant plus maintenant, ouais. Et alors justement, tu as embrayé un petit peu sur un sujet sur lequel je voulais venir aussi, sur le réchauffement climatique, les impacts que tous les dérèglements qui sont en cours ont. Comment est-ce que concrètement ça a changé votre métier? Donc, sur notre métier, moi, ce que je vois, c'est on a déjà des pratiques qui ont un peu changé ou qui sont décalées dans le temps. La montagne, elle devient moins fréquentable l'été, là, on s'en rend compte ces derniers temps. Du coup, la pratique, elle a tendance à se décaler des courses qui étaient en condition, on va dire, l'été. Elles le sont plus du tout. J'aurais dû m'en douter qu'un enregistrement avec les gendarmes du PGHM, ça allait être sport. C'est tout sauf sérieux, tu vois bien. On essaie au maximum, mais tu vois, ça n'a pas tenu plus de 20 minutes. Hein. Oui, donc nous, on le ressent, ce changement climatique. Comme je te disais, il y a des courses qui se pratiquent normalement l'été. On n'arrive plus à les pratiquer l'été, ni même le début de l'automne. Il va falloir attendre la fin du printemps parce qu'il y a une histoire aussi de neige et que des courses de rochers, quand tu as de la neige dessus, tu peux pas les faire. Mais on va attendre la fin du printemps où on aura des bonnes conditions d'accès sur les glaciers, où il y aura encore un peu de neige, moins de chutes de pierres sur les itinéraires, plus de regel, donc plus de sécurité. Donc
c'est un peu la période de pratique qui a changé, quoi. Et puis les accès qui sont de plus en plus chamboulés sur les courses en haute montagne, notamment. On parlait de la mer de glace qui font plusieurs mètres chaque année. Bah, c'est pas sans conséquence. Il y a plusieurs voies d'accès. Il va falloir refaire des longueurs au début, hein, pour accéder au pied de ces voies. Des sentiers qui sont complètement détruits par des chutes de pierre, des accès complètement modifiés. Donc, on se retrouve avec des pratiquants qui évoluent dans un milieu un peu plus chamboulé que dans le passé. Ouais. Et ton avis, toi, amoureux de la montagne, sur l'installation d'infrastructures destinées à rendre le tourisme sur ces lieux-là beaucoup plus facilité? Quel est ton avis sur l'installation des infrastructures qui vont permettre d'accéder à certains endroits? Alors là, récemment, on a eu il y a un téléphérique qui va amener un peu plus loin sur la mer de glace. Est-ce que tu penses que ces installations sont... alors, pour le tourisme, c'est ultra favorable. Est-ce que finalement, l'éducation, la formation, l'incitation des gens à s'entraîner pour pouvoir aller accéder à ces lieux-là n'est pas nécessaire, plutôt que d'aller installer des lieux, des infrastructures qui vont coûter beaucoup d'argent, détruire encore un petit peu le paysage? C'est sûr qu'il y a des choix qui sont faits. Alors, moi, je peux pas plus les commenter que ça, mais j'ai ma vision des choses, effectivement, en tant que montagnard. Mais on est entre une réalité, on va dire, économique et puis écologique, comme tu le soulignes. Effectivement, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour informer les gens? Est-ce que faut plus qu'ils aillent sur le terrain et voir ce qui se passe de leurs propres yeux? Est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Je crois que la question, le sujet est assez vaste, quoi. C'est difficile de répondre comme ça par un oui ou un non, en disant non, faut pas faire ça, ou oui, mais je sais pas exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... alors, on a des messages tous les jours de notre terre, comme quoi ça se réchauffe, hein, que ce soit par les incendies, par les tempêtes, ce dérèglement climatique. Oui, est-ce qu'il faut continuer ou pas à amener les gens dans ces lieux? Je sais pas quoi te répondre là-dessus. C'est vrai que moi, j'ai plutôt l'instinct que je préférerais en fait que les gens s'entraînent et que ces lieux-là se méritent. On le sait en plus souvent dans un parcours. Le plus beau, c'est le chemin en fait pour y arriver, parce que si on te pose en hélicoptère en haut du Mont Blanc, c'est peut-être moins beau la vue que si tu y es monté à pied. J'aurais plutôt tendance naturellement à inciter les gens à se former, à s'entraîner et puis à mériter en fait ces lieux-là. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, je parlais pas tant en termes d'accès, parce que ce soit l'Aiguille du Midi, on parle pour ici, ou le Montanvert pour aller à la mer de glace. Ils ont toujours été ici, hein, ces deux infrastructures. Et effectivement, il y en a qui vont pour admirer la vue et le paysage, et d'autres qui vont parce que c'est leur point de départ de leur randonnée, de leur ascension. Alors là, on peut dire aussi que c'est pour que des personnes... je pense pas que ce soit pour rendre l'accès plus facile à la montagne, que ces infrastructures, elles n'ont pas vocation à ça. Elles ont plutôt une vocation à présenter aux personnes le milieu de la montagne, présenter un glacier que les gens viennent voir. Mais elles sont pas, à mon avis, créées pour rendre plus d'accès à la montagne. Parce que sinon, effectivement, moi, je te rejoins plus sur ton raisonnement de dire que c'est quelque chose qui se mérite, où il faut approcher petit à petit. Et effectivement, est-ce qu'une remontée... est-ce que si on a le choix de mettre une remontée pour que les gens aient accès plus facile à la haute montagne, je pencherai un peu sur ton avis. Ouais. Et alors, on a beaucoup parlé du Fred PGHM. Est-ce que tu as des objectifs sportifs ou tu en as eu récemment? Comment tu vis ta pratique de sportif avec cette casquette guide PGHM? Est-ce que tu fais des compétitions, des choses comme ça? Alors, je fais pas trop de compètes, comme ça pour le plaisir. Alors, je pratique aussi le parapente, donc en montagne. Je me sers pas mal du parapente pour redescendre de mes ascensions. Quand je vais grimper en montagne avec des copains, alors j'essaie de redescendre en volant parce que c'est bien sympa, puis c'est moins fatigant, je dois être un peu feignant. Et puis oui, c'est encore plus valable dans cette époque qu'on vit, avec les conditions qui se dégradent en montagne, notamment en haute montagne, pour Chamonix.
Et quand on s'en extrait en moins de 20 minutes par la voie des airs, c'est quand même joindre l'utile à l'agréable et c'est vraiment très très agréable. Je t'invite à en faire, c'est vraiment chouette. Et du coup, donc, pour ma part, j'aime bien associer ces deux disciplines, l'alpinisme, la montagne et le parapente. Alors, ça permet de vivre des aventures assez sympas, tu vois. Alors, je pense à l'année dernière, on en a vécu une bien sympa avec un copain qui travaille pas au PG, mais un bon ami, Thomas. On est parti de la mer à pied et avec nos parapentes sur le dos et on a fini au sommet du Mont Blanc au bout d'une semaine. Donc en se déplaçant, on va dire, à pied puis en parapente, essentiellement Excellent. en bivouaquant, voilà. Et on a fini au sommet du Mont Blanc, c'était un peu le point d'orgue, partant du niveau zéro et finir au point culminant en France. Et décoller, on s'est envolé du sommet en parapente et ça c'était un chouette moment. Ça permet de mixer les pratiques, que ce soit en ski, en alpinisme, et puis d'y ajouter cette touche avec le parapente qui te permet de voyager, de te déplacer de manière propre. Et puis ouais, c'est vraiment chouette, ça te fait avoir une vision un peu différente des massifs. C'est chouette, hein. Ouais, vraiment, je t'invite à en faire. Alors Marie, qui nous accompagne à écouter le podcast, qui connaît bien Fred, suggère qu'il nous raconte une anecdote qui a écouté. Je te laisse la parole, Fred. À toi. Ouais, donc quand tu parles de pratique, donc il y en a une que j'affectionne pas particulièrement, c'est la pratique du vol bivouac. Alors qu'est-ce que c'est que le vol bivouac? C'est en fait quelque chose qui peut se pratiquer ici dans les Alpes, hein, ça se pratique bien ici, ou aussi ça peut se transférer dans tous les massifs montagneux, alors ça peut être à l'étranger. Et le vol bivouac, c'est ça, l'esprit c'est de partir avec son sac à dos et son parapente, un peu de quoi manger, une toile de tente, et puis on avance dans un massif, dans un pays, et on avance au fur et à mesure comme ça par la voie des airs ou en marchant quand il fait pas beau, hein, parce que des météos de rêve, c'est pas tous les jours. Et donc on part à la rencontre un petit peu des gens, donc ça permet de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, de partager des choses. Dans des pays, des fois il y a des rencontres vraiment incroyables, tu peux créer des liens quand même, c'est vraiment fort. Et je trouve que cette pratique, elle est très facilitante pour la rencontre des gens à l'étranger. Alors Marie, ouais, elle veut que j'évoque un épisode qui a été plutôt douloureux pour ma part. Donc dans cette pratique du vol bivouac, c'est donc il y a quelques années, on était parti en Himalaya, à la frontière entre l'Inde et le Népal, dans un secteur qui s'appelle le sommet du Nanda Devi. Et donc on est parti avec deux copains avec l'idée pareil de partir en vol bivouac, de traverser un pays qui est l'Inde, traverser un bout des montagnes de l'Inde en vol bivouac. Et donc j'ai eu un petit pépin en atterrissant un petit peu en altitude. Donc il faut savoir qu'on part avec des voiles qui sont assez pointues, assez techniques et très performantes, mais aussi avec un sac à dos qui est relativement lourd parce qu'on part avec une toile de tente, des duvets, des réchauds, de quoi manger sur plusieurs jours, hein, quand on n'arrive pas à trouver. Vu que bien sûr on ne sait jamais où est-ce qu'on va atterrir, en fait c'est vraiment lié au vent, au thermique et aux conditions qu'on va rencontrer en l'air. Et donc une fois on a eu à se poser un petit peu en altitude et du fait du poids du sac, de l'aérologie qui n'était pas très bonne là où je me suis posé, je me suis posé lourdement sur la jambe et je me suis cassé la cheville à environ 4000 mètres d'altitude. Voilà, et là oui, il n'y a rien à faire, il n'y avait pas de PGHM là. On se retrouve très 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 loin, très 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 seul, donc pas très seul, j'avais mes deux copains avec moi, mais ça a été très compliqué parce qu'effectivement on s'est posé dans une zone inhabitée, sans vraiment de couverture ou téléphonique ou pour appeler des secours, et notamment dans ce coin-là il n'y a pas de secours, donc le seul secours c'est toi et tes copains. Donc ouais, c'était un souvenir assez douloureux parce qu'il a fallu rejoindre une grande ville pour pouvoir être traité, on va dire, médicalement. Et donc la descente a duré un peu plus de 2 jours, entre 2 et 3 jours. Donc ça a été long et douloureux en marchant. Pas de sentier vu qu'on était dans une zone qui était peu parcourue, donc il a fallu se frayer son chemin à travers les pierriers, les forêts pour retrouver un fond de vallée avec des personnes pour nous dépanner, quoi. Donc ça a été assez douloureux. Et alors ça, ce genre d'aventure, de mésaventure, quand on fait un périple comme ça, souvent on essaye d'imaginer en fait le pire, on essaye d'imaginer, de prévoir quelques scénarios. Tiens, s'il m'arrive ça, comment on réagit? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez anticipé avec tes
tes compagnons de route, est-ce que eux étaient formés en fait à te porter assistance? Et puis tu le disais, le sac il est déjà suffisamment lourd, alors s'il faut en porter 2 plus t'aider, comment vous avez géré ça? Ouais, ça c'est vraiment quelque chose, on le sait. On parlait de danger objectif tout à l'heure, on parlait de risque zéro qui n'est pas compressible, hein. Et ça en fait vraiment partie. C'est-à-dire que quand on part dans ce genre de périple, c'est que c'est quelque chose qu'on va accepter tous dès le départ. C'est de se dire, eh ben, effectivement, s'il nous arrive quelque chose, on va pouvoir se débrouiller par nous-mêmes parce que non, il n'y a pas de PGHM, non, il n'y a pas de secours en montagne, on va dire, organisé. Si on a peu de chance, on a peut-être un paysan avec un âne ou un mulet qui va peut-être nous dépanner, mais non, il faut composer avec. Alors, pour tout dire, on n'était pas tout seul parce qu'effectivement, on va préparer, on ne se jette pas non plus comme ça là-dedans, mais on va préparer une pharmacie conséquente avec plusieurs médicaments. Bon, il y a toute la connaissance, on va dire, de secourisme qu'on peut avoir avec ses compagnons de voyage. Ouais, on parle de ces techniques de premier secours, de tout ça, mais ça remplace pas des secours organisés, effectivement. Ouais. Et que ça, c'est un risque qu'on accepte, c'est un peu dans le contrat quand on part dans ce genre d'aventure. Alors, c'est aussi ce qui fait un peu le sel de ces aventures, c'est que on n'a pas d'assistance et ça reste très sauvage, ça reste très, on est très lié à la montagne et voilà, donc il faut faire avec, ouais. Mais tu le dis, c'est dans ces moments-là que tu fais aussi de belles rencontres et j'imagine que votre équipement, déjà, ça doit intriguer en fait les gens que vous croisez. C'est aussi dans la difficulté des aventures que naissent certaines relations aussi avec des gens qui durent. Qu'est-ce que tu ressens en fait dans ces aventures-là? Pourquoi est-ce que tu continues à en faire? Je pense déjà que c'est une super aventure humaine et je trouve qu'elle est, elle colle vraiment, elle colle vraiment à ce milieu de la montagne parce que tu sois dans n'importe quel massif de montagne, et les gens qui habitent en montagne et vraiment c'est des gens qui sont là pour aider les autres. Chaque fois, on est tombé sur des personnes qui ont toujours voulu nous aider, nous accueillir. Alors, parfois, tu en as certains, ils ont des croyances, donc ils veulent pas te laisser dormir dehors parce qu'ils ont peur que tu te fasses manger par une bête. Et partout, des fois, ils ont pas tort parce qu'il y a des bêtes. Mais toi, tu vois pas ça du même œil. Et tu as vraiment des gens. Je me souviens d'une fois au Kyrgyzstan, on s'est retrouvé avec une famille dans une yourte et voilà, ils voulaient pas nous laisser partir. Et on a sympathisé avec eux. On vit vraiment, c'est un mode, on va dire. Alors, je parle du parapente et là, de la randonnée en l'occurrence. Mais c'est vrai que c'est des moyens de locomotion qui sont bien propices aux rencontres. Et là, voilà, tu sais jamais trop où tu vas t'arrêter, autant tu vas faire 10 km en volant, tu vas en faire 100, 150 et te poser quelque part et rencontrer des gens qui n'ont jamais vu, alors pour certains un Européen, d'autres un parapente où il va falloir communiquer avec eux, tu as la barrière de la langue et puis bien souvent c'est que des belles rencontres, quoi. Alors c'est difficile de garder des contacts parce que quand tu vas qu'une fois dans un pays ou sur une aventure, mais c'est tellement fort franchement ce que tu vis que c'est ça qui te motive à y retourner. Vraiment, on va dire que le parapente, la montagne, c'est vraiment un prétexte pour y aller, mais au fond, c'est vraiment ces rencontres moi, en tout cas, que je trouve très nourrissantes pour nous, quoi. Ouais. Et puis quand tu pars en plus dans des pays comme ça qui sont dits en voie de développement, moi je trouve qu'ils sont des fois plus développés que nous sur certains sujets. Tu reviens aussi en étant un petit peu changé, toi, sur ta pratique, et puis tu reviens aussi dans un mode de vie où tu te dis, moi j'ai tout ça, peut-être aussi des fois matériellement, familialement, tu relativises aussi sur ta propre vie, ça t'aide aussi à relativiser tes propres problèmes. L'expression problème de riche prend tout son sens. Est-ce que tu vois, quand tu reviens, tu t'es pris ton shot comme ça de souvenirs qui se sont créés et est-ce qu'au bout d'un moment ça s'essouffle pas et puis tu en as besoin d'un autre pour te rappeler de tout ça? Ouais, t'as raison, on va chercher quand on fait ça aussi les choses qu'on a vécues et qui nous manquent après, hein. On génère notre manque en gros quelque part. Et on crée ce manque-là et j'ai envie de dire, moi, c'est la première chose que j'aurais envie de partager avec ma famille quand je reviens, c'est ça, c'est de dire ce côté, ouais, c'est fort quand même, hein. Et quand tu reviens, tu dis oui, t'as tout ce côté matériel, tu dis finalement, rappelle-toi quand tu étais là-bas, t'es tombé sur ces gens, ils avaient 3 fois rien, mais vraiment 3 fois rien, et puis ouais, ils étaient heureux, et nous dans notre société, on a complètement perdu pied avec ça, hein. Moi le premier.
Et, et oui, ben ça te laisse pas insensible, quoi, ces choses-là. Et tu te dis, ben, finalement, moi, est-ce que j'ai vraiment le sens de l'accueil quand je vois comment on est accueilli par ces populations quand on va dans ces endroits? Bah, moi, ça me fait un petit peu mal à chaque fois de me dire, mais est-ce que moi, je suis capable de faire autant qu'ils font pour moi, hein, parce que c'est des gens qui ont parfois pas grand-chose et qui sont prêts à tout donner, quoi. Et est-ce que moi, je suis capable de faire la même chose? Alors, bah ouais, ça te fait une petite piqûre en tant qu'homme, on va dire, et de te dire, bah moi, c'est quoi mon sens de l'accueil au quotidien, dans ma pratique, dans tout ce que je fais tous les jours. Et ouais, je pense quelque part, ça te fait un peu revenir sur terre. Moi, je trouve que ça permet un peu ça aussi. Et pas que ça, mais ça te met un bon miroir et ça te met une bonne claque des fois en disant, waouh. euh, Quand tu vis ça, tu reviens un peu changé quand même pendant quelques temps. Et puis, comme tu dis, tu oublies, il faut y retourner. Voilà, alors tu te dis que tu as beaucoup de chance. Et je trouve que par rapport au travail, ben ça fait un ensemble de choses qui font dire que j'ai l'impression maintenant d'être un peu plus cool, avoir un peu plus de recul vis-à-vis de tout ça, un peu plus de détachement, tu vois. Ouais, ça te permet quand tu vois, quand tu élargis ton regard en règle générale, hein, c'est valable pour tout le monde, ben, ça te permet de prendre sur toi, de te relativiser, quoi, hein, tout simplement, et d'avoir une autre vision sur la pratique en disant oui, mais c'est pas ça l'essentiel. Oui, mais parce que là, mon chrono aussi, ou ça, mon sommet, ouais, c'est pas ça l'essentiel finalement. Hmm. Et est-ce qu'il y a, euh, tu vois, en tant que sportif, on a toujours un rêve ultime. Si j'ai fait ça dans ma vie, j'ai réussi ma vie. Est-ce que en rando parapente, t'as quelque chose comme ça? Parce que Non, enfin, ou j'avance un peu alpiniste ou par envie, escalade ou mais non, j'ai pas vraiment de. Je pense que je pense que c'est vraiment, comme je te disais, c'est vraiment un support, quoi, la montagne, le parapente. Alors, ça aurait pu être autre chose, hein, ça aurait pu être du vélo, du kayak, puis Dieu sait qu'il y en a des choses. Moi, c'est vraiment un support, c'est vraiment un prétexte à partir faire une aventure, rencontrer des gens, et puis aussi vivre une aventure, et ben, tout simplement avec les personnes avec qui tu pars, hein. C'est quelque chose qui est fort, hein, ça noue des liens dans une amitié qui. Voilà. C'est plus un prétexte, j'ai pas vraiment d'objectif, on va dire. Alors. De faire tel ou tel sommet. Non, j'ai pas spécialement d'objectif maintenant. Et ce que je veux plutôt, c'est de vivre des belles aventures avec quelqu'un avec qui je m'entends bien et passer des bons moments, quoi, tu vois. Ouais. ok. Donc on a un autre hélico qui, qui part. Nouvelle pause. Tac, 58. Qu'est-ce qu'on disait On parlait en fait de l'aventure. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu avais envie de vivre? C'est les C'était objectifs. plus des aventures humaines, de partager des moments en fait en montagne quelque part. Oui, c'est ça. C'est partager des aventures avec les bonnes personnes avec qui tu as envie de faire déjà. C'est la base. Et puis après, j'ai envie de dire que ça soit ici ou ailleurs, c'est. Alors, ouais, c'est un prétexte après. Ça te permet de découvrir, comme on disait, des gens, des populations, des nouvelles régions. Et puis après aussi, peut-être qu'on change un peu. Est-ce que j'ai envie de faire des choses à l'étranger dans le contexte qu'on vit actuellement? Bah, peut-être pas, tu vois. Est-ce qu'on a envie de se transporter à l'autre bout du monde avec on va dire les problématiques environnementales? Ben, peut-être pas. Et on se rend compte, l'année dernière, j'ai pu faire deux projets ici autour du Mont Blanc. Alors oui, ça tourne un peu en rond ici, mais pour moi, mais c'est tellement une grosse source d'inspiration. Il y a tellement de choses à faire en fait. Qu'on peut découvrir des belles choses autour de chez soi et vivre des aventures pleines ici dans le massif du Mont Blanc par exemple, pour ma part, ou même en France, tu vois, c'est des choses qu'on peut, peu importe le lieu, j'ai envie de dire des fois, alors oui, tu rêves de trucs assez wild, assez sauvages, assez loin, mais des fois il y a des aventures qui peuvent se vivre ici, à 2 pas de chez toi, ou on va dire en Europe, et qui sont tout aussi belles et riches, quoi. J'en ai une à te suggérer si tu veux sortir de ta zone de confort. J'entendais un podcast, c'est une nouvelle pratique tu pars en stop et en fait tu as juste un panneau qui indique plus loin. Où est-ce que tu vas? Ben, plus loin ou pas. Voilà. Donc ça se trouve que tu as trouvé quelqu'un qui va te déposer à 100 km, ça se trouve c'est quelqu'un qui va te déposer dans le village d'à côté et pendant une semaine tu dois dire oui à tout. Donc du coup tu te retrouves à faire des aventures comme ça, inconnues, improbables. Et ça peut être aussi quelque chose de bien challengeant et qui pour le coup, écologiquement parlant, ça on est dedans quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, après, je sais pas, c'est peut-être mon patron qui va être moins d'accord, hein. Si je lui donne une date de départ et pas de date de retour, ça il y a une ça semaine. pas marcher. Ah, une semaine, d'accord, ok. Donc, oui, une semaine, tu peux faire des choses, effectivement. Ouais.
Alors, on a été ici organiser l'échange grâce à Simalp. Tu es athlète Simalp, ambassadeur Simalp. L'histoire entre une marque et un athlète, un ambassadeur, il y a toujours une rencontre, il y a toujours un sens. On pourrait penser qu'une marque est toujours en attente de résultats, de visibilité, mais je pense qu'il y a toujours une histoire en fait, qui se crée. Quelle est celle de Fred Souchon et de Simalp? Mais écoute, donc, bon, pour ma part, je suis plutôt ambassadeur donc, pour tout ce qui est de la partie montagne alpiniste de la marque Simalp depuis bientôt une dizaine d'années. Et donc, je suis pas athlète, je fais pas de compète. Du coup, ce qui fait qu'on me demande pas trop de résultats, j'ai de la chance. Sinon, je serais mal barré. Je ne Hein. demande pas de casser la cheville. Sinon, je serais mal barré parce que tu verrais comme je cours, c'est quand même pas. Je m'étais lancé il y a quelques années à faire des trails un peu. Bon, c'était pas autour d'ici, mais c'était. Ouais. Donc, du coup, non, j'ai très vite arrêté le statut de sportif. Hein. Je me suis dirigé plus sur ambassadeur. Et oui, bah, pour tout dire, c'est rigolo parce que tu vois, on parlait de Simalp. Donc Simalp a été créé il y a une soixantaine d'années, on va dire. Hein. Ça va faire une soixantaine d'années. Et du coup, le papa de Lionel, qui était créateur de. Donc Lionel, qui est qui est passé PDG sur le podcast aussi. Voilà, que tu as eu l'autre fois. Et donc, son papa qui a fondé l'entreprise Simalp, bah, il y a quelque chose de sympa, un petit clin d'œil avec le PGHM, c'est que tu sais, on a des tenues de cérémonie quand on va sur des cérémonies ou des rassemblements, des choses comme ça. On a une tenue un peu historique et donc notre tenue, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, c'est avec un knickers. Hein, c'est une espèce de knickers avec des chaussettes blanches et une tarte voilà, sur la tête et une veste bleue. Et avec un piolet sur l'épaule. Et donc ça, c'est notre tenue de parade, de cérémonie. Au PGHM, enfin des PGHM. Et donc un des effets de cette tenue, c'est le knickers. Et pendant de très nombreuses années, le knickers, il était fabriqué par Simalp. Voilà. Et Simalp qui fabriquait les knickers des PGHM. Donc c'est assez rigolo le petit clin d'œil là-dessus. Donc c'est un petit peu rigolo parce que Simalp, moi j'ai découvert, tu sais, on te passe des effets de, on va dire, les anciens te donnent leur tenue cérémonie, ça se passe un peu comme ça. Et du coup, moi très vite, j'ai eu mon knickers Simalp. Et puis de fil en aiguille, me voilà renseigné sur Simalp et me voilà tout simplement à téléphoner, à tomber directement sur Lionel et puis à parler tout de suite, de discuter entre nous et puis d'exposer très vite nos points de vue sur la montagne, notre vision de la montagne et puis surtout d'échanger sur ce côté entreprise familiale et voilà un petit peu moi ce que je recherchais à l'époque dans des vêtements de montagne. Et très vite, le courant est passé avec Lionel et c'est devenu une relation très amicale entre nous et vraiment très libre. Et ça a démarré assez simplement finalement, tu vois, sur un coup de téléphone où tout de suite ça a bien matché tous les deux. Et puis ce que moi m'a beaucoup plu et ce qui continue beaucoup de me plaire dans la marque, c'est le côté familial que véhicule la marque. Mmh. Ouais. C'est quelque chose qui ressort et puis le hashtag We Are Family, c'est une vraie volonté, c'est une vraie ambiance, on sent ce sentiment d'appartenance à une famille. Enfin, maintenant tu es le 4e je crois que je reçois sur le podcast qui est ambassadeur athlète ou de chez Simalp et on sent en fait cet esprit et puis que c'est comme je le disais, j'ai déjà dit, répété à nombreuses reprises, on sent que c'est pas juste du bullshit commercial et qu'il y a vraiment une vraie volonté de créer en fait cet esprit familial derrière. C'est ça, et puis pour ma part, pour la partie, on va dire, un petit peu montagne, c'est vrai que il y a vraiment des relations franches avec Lionel et puis toutes les personnes de l'entreprise, et qui permet de participer à mon niveau à la conception des produits, quoi. Et ce côté familial qui permet d'avoir un feedback et puis une discussion permanente entre nous, entre ceux qui vont concevoir et réaliser et fabriquer les produits. Donc, et puis nous qui sommes sur le terrain, alors ambassadeur c'est aussi pratiquant. Hein, mais du coup, ouais, ça c'est super sympa. Hein. Alors j'ai l'impression que vous avez répété le discours parce que Laure que j'ai reçue ce matin
Je l'aime pas Elle a trop, dit mais exactement la même chose. Vraiment, elle a commencé par dire le côté famille, et après elle a dit le côté conception de produits, partage d'expériences, retour. Et oui, parce qu'on pourrait croire, ça fait un peu, c'est sympa quoi le côté familial, mais ça a toujours un petit côté péjoratif, tu vois. Et je trouve que c'est pas au détriment de la qualité, par exemple, des produits qui sont proposés, tu vois. Alors certes, t'as peut-être pas des centaines de produits, mais sur ceux qui sont faits, ben, en tout cas, je vois pour la partie alpinisme, et ben, on essaye que ce soit en développement, sur les tests ou autre, ben, de faire des choses qui correspondent aux besoins des gens, quoi. Et ouais, je trouve que Et c'est alors bien. tu vois, elle a dit un truc aussi qui m'a marqué. Elle a dit on. Et tu viens de dire on. Eh oui, je viens de dire rond, ouais, tu vois. En fait, Lionel, que tu as reçu assez récemment sur le podcast, nous disait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs que quand il était enfant, son rêve, c'est ce qui l'a amené d'ailleurs à entreprendre et à reprendre l'entreprise familiale, c'est de concevoir des produits qui puissent être portés par des athlètes et mis à rude épreuve en fait, les confronter à la montagne qui demande une certaine exigence de technicité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les liens sont très proches entre nos ambassadeurs, les athlètes, c'est que in fine, tout ce qu'on fait, tout ce qui part de la conception, tout le développement produit n'a vocation qu'à une chose, c'est accompagner, protéger nos athlètes, nos clients et connecter un maximum les gens à la montagne. Et quelque part, j'allais dire on se sert, mais c'est même pas le mot, c'est on construit et on développe les collections avec nos athlètes, avec nos ambassadeurs. Ils vont tester les prototypes sur le terrain, nous faire des retours. Même pendant nos rassemblements Simalp Family, on a un temps d'échange qui est consacré à quels sont vos retours sur les dernières collections. Et on est là, l'équipe produit qui font un super boulot. J'en profite pour faire un clin d'œil à Régis, Laurent et Irma. Tous les trois, ils viennent et ils prennent... ça rigole pas, hein, c'est un week-end sympa entre nous, mais on passe beaucoup de temps à récupérer tous ces retours terrain qui sont vraiment précieux à la fois pour la suite de l'aventure Simalp et pour aussi la protection des clients, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est la raison pour laquelle en fait il y a autant de liens entre vous qui sont les pratiquants, mais c'est une pratique quotidienne, quoi. Je pense qu'on peut pas faire mieux en termes de retour que obtenir ces retours d'expérience de personnes qui vivent et qui respirent la montagne au quotidien. Oui, parce que si tu imagines un produit dans un bureau et que tu le confrontes pas à ceux qui l'utilisent, je pense que tu rates une partie du chemin, quoi. Ouais, puis c'est un vrai métier, hein. Moi, j'ai aucune compétence pour designer, créer des vêtements. Je veux dire, voilà, c'est leur métier, ils le font très très bien. Nous, on est juste là pour apporter des petites touches techniques en disant, ça, peut-être plus comme ça, cette fermeture, là, ça gêne un petit peu sous le sac, là, c'est peut-être un peu trop chaud, pas assez chaud. Voilà, c'est de cet ordre-là, hein. C'est des ajustements, on va dire, sur le feeling, sur ce qu'on ressent, comme dit Marie, et nous sur le terrain avec, voilà, tout simplement. Fred, on arrive déjà à plus d'une heure. Est-ce que, c'est la question que je pose toujours en fin d'échange, parce que j'ai surtout pas envie d'oublier ou de manquer quelque chose que tu aurais aimé partager. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange, peut-être pour le clôturer? C'est une question parfois un peu piège, celle-là. Non, je trouve que... Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Non, j'ai déjà pas mal parlé, tu l'as dit, 1 heure, hein, c'est déjà pas mal. Non, j'ai envie de dire, moi, que... Tu vois, pour revenir au début de notre conversation, c'est que je sais qu'il y en a pas mal qui rêvent aussi de ce métier-là, du métier qu'on exerce. Et moi, j'invite vraiment le plus de monde, tous ceux qui veulent l'exercer, à se lancer à fond, quoi, de se dire que tout le monde peut y arriver. Et voilà, on reprenait l'image de quelqu'un qui habitait peut-être en Bretagne ou dans une zone pas du tout montagneuse. Et je pense que c'est vraiment pas un frein, parce que quand il y a de l'envie et de la passion, on y arrivera. Donc, tôt ou tard, j'ai envie de dire, on pourra y arriver. Donc, voilà, on arrive à une période de l'été où les gens viennent souvent nous voir là, devant la DZ, tu vois, quand les hélicos se posent. Et c'est vrai que souvent, on aime bien leur montrer l'hélico, discuter avec eux. Puis dans ce lot, parfois, il y a des gens qui sont déjà dans une réflexion déjà bien avancée sur ce qu'ils veulent faire. Et moi, j'essaie de les motiver au maximum, parce que oui, c'est possible. On a cette image un peu du truc impossible, mais non, c'est totalement possible. Et il y a de la place, et venez, on a besoin de vous aussi. Et lancez-vous, hein, mais ça, c'est un conseil qu'on peut donner pour ce corps de métier, mais pour absolument tout. N'ayez pas peur des gens qui vous freinent. Donnez-vous les moyens. Si quelqu'un l'a fait, c'est que c'est possible. Faut rien s'interdire, je pense.
surtout le faire avec l'expérience des gens qui l'ont fait avant nous, ça ouvre des portes. Et c'est absolument ce que je fais sur ce podcast. Je pose des questions à des gens qui savent beaucoup mieux que moi les choses. Merci beaucoup Fred de ton temps. Merci aussi à Simal d'avoir organisé cet échange passionnant. J'ai l'impression qu'on aurait pu continuer l'échange avec d'autres anecdotes parce que je sens qu'il y a encore plein de choses à raconter. Merci Fred. Bah écoute, merci à toi et puis à une prochaine. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!